Paul, c'est qui? Paul, c'est le propriétaire de la maison du projet commun. Oui, il s'appelle Paul. Aujourd'hui, je passais. Et chaque fois que je passe dans ce quartier, j'ai envie d'aller regarder la maison. C'est comme si un sixième sens me dit, va voir comment se porte ta maison. Je suis passée. Et quand j'y allais, j'ai vu deux petites filles sur la rue qui vendaient du sirop. Donc, deux petites filles ont mis la table et elles proposaient aux passants du sirop. Comme j'étais avec ma petite fille de 8 ans, je me suis arrêtée et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit, on vend du sirop. Et les cerises qui sont dans l'assiette ici sont gratuites. Donc, le client peut manger les cerises gratuitement. Et le sirop, on le fait à 1 euro. J'ai dit, ok, servez donc ma fille. Tu veux boire quel sirop, ma fille? Elle me dit, le sirop de... Tu as pris quel sirop, Ivy? Tropical. Le sirop tropical. Ce qui a bluffé mon attention, c'est que deux petites filles, l'une a 8 ans, l'autre a 9 ans, se sont mis devant leur cour pour vendre du sirop et gagner un peu d'argent. Ça m'a rappelé moi quand j'avais 14 ans et que je m'étais mise devant la cour de mon père pour vendre mes beignets haricots. De toute façon, je suis cliente de ce genre de choses, forcément. Et voilà le père des enfants qui sort, il me dit, « Ah, vous c'est qui ?» Je dis, « Moi, je veux acheter la maison qui est à côté. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette maison? » Il dit, « Oui, je veux vous raconter l'histoire de la maison. C'était la maison de Paul. Paul, c'était mon ami. Quand il ouvrait sa fenêtre, j'ouvrais la mienne, on se papotait un peu. C'est un homme qui a vécu là toute sa vie seul, jusqu'à ce qu'il rencontre son épouse, qui était maman de 3 enfants. Elle avait fait 3 enfants avec un Congolais. Et quand le Congolais, une fois, est parti chez eux là-bas au Congo, on l'a rip. Donc, c'est comme ça que la maman était seule avec ses 3 enfants, métoches. Et ensuite, elle a rencontré Paul. Paul l'a donc épousé avec ses 3 enfants métis. Et Paul vivait donc dans cette maison. Et il allait toujours courir en forêt. Voilà. Et quand il courait en forêt, il trouvait cette plante qu'il ramenait et qu'il plantait devant sa maison. Et j'ai vu cette plante effectivement devant la maison. Il me dit, cette plante a une histoire. Je dis, quelle histoire? Il me dit, Paul, il allait toujours courir 5 km dans la forêt et ramenait l'une de ces plantes qu'il plantait devant le chez lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a tellement de ces plantes devant sa maison. Il a couru jusqu'à l'âge de 80 ans. Et puis après, il ne partait plus courir. Donc, il est resté à la maison là-bas jusqu'à mourir. Et Paul, c'est une maison de 244 mètres carrés. Donc, il n'habitait pas au rez-de-chaussée. Il habitait toujours au premier étage. Et il était en train de faire, lui, ses travaux tranquillement pour isoler son 2e étage. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il m'a dit que Paul, au rez-de-chaussée où il n'habitait pas, il avait consacré une chambre dans ce rez-de-chaussée pour sa prière. Donc, il avait fait un hôtel de prière dans cette maison. Vous comprenez? Vous comprenez avec quoi? Donc, nous sommes en train d'acheter une maison où le monsieur qui vivait dedans avait fait un hôtel de prière dans cette maison. Est-ce que ça vous parle? Dans la vie, il n'y a pas de hasard. J'ai choisi cette maison, on a failli me la voler, mais j'ai dit je reste dessus. Aujourd'hui, j'apprends que le monsieur qui vivait dedans avait carrément fait un hôtel de prière dans cette maison. Il priait tous les jours sur son hôtel de prière. Il avait consacré une pièce à lui dans sa maison pour un hôtel de prière. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Comme Paul est seul, voyant l'âge venir, il se dit, quand je vais mourir, qui va hériter? Puisque moi, je n'ai pas d'enfant. Je ne sais pas ce qui s'était passé avec sa femme qu'il a épousée, mais il était finalement encore seul. Il a proposé de vendre le terrain à son voisin, qui est un Américain, à 450 000 euros. Le voisin a dit que, papa, moi j'avais payé ma maison à 200 000 euros il y a 15 ans. Je n'ai pas moi 450 000 euros pour payer ta maison. C'est comme ça que donc Paul est donc RIP. Quand il RIP comme ça, les successeurs sont les héritiers de 3e rang. Vous connaissez la fête d'héritage ici en France. Quand on est héritier loin derrière là, c'est comme ça que le taux d'imposition monte aussi. Donc les héritiers de Paul aujourd'hui doivent payer 75% sur l'héritage de Paul.
Donc, c'est comme ça que les héritiers là sont donc en train de payer 75% sur l'argent que nous, on va payer pour acheter la maison. Finalement, la maison a été achetée par un promoteur immobilier qui a divisé la maison en 3 espaces. Donc, il y a un terrain derrière la maison où il va construire, un autre terrain à côté où il va aussi construire. Le voisin ne savait même pas. Donc, il est tellement choqué de voir tous les espaces verts là qui vont disparaître. Et donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? Il faut organiser sa mort avant de mourir. Si Paul a décidé qu'il va laisser sa succession en fait à l'État français, parce que c'est ce qui se passe, parce que 75% de son héritage va aller au fisc. Et ses héritiers, les cousins, neveux, machin là, auront que 25%. Maintenant, Paul, pendant son mariage, après qu'il ait acheté cette maison-là, il a acheté un terrain derrière sa maison. Et le terrain qu'il a acheté derrière sa maison, c'est quand il était déjà marié avec la nouvelle femme qui avait les 3 enfants, étant veuve là. Maintenant, le terrain là est devant la justice. Pourquoi? Parce que les enfants de la femme disent que non. Le monsieur a acheté le terrain qu'il était marié avec notre mère. Donc ça nous revient, c'est nous les successeurs, c'est nous les héritiers. Et les autres neveux, nièces là disent que niet. Notre grand tonton là, il n'avait pas d'enfant. Donc s'il y a quelque chose là, c'est nous. Donc maintenant, ils sont au tribunal. C'est le tribunal qui va décider à qui appartient là le terrain. Parce que derrière la maison, il y a un autre terrain que Paul avait acheté étant déjà marié. Donc maintenant, la suite de l'histoire, on saura. Mais nous, en ce qui nous concerne, je voulais vous dire qu'on a acheté une maison bénite. Une maison où il y a un hôtel de prière pour ceux qui sont croyants. De toute façon, ce n'est pas important quelle est votre croyance. C'est la foi. Donc, c'est quelqu'un qui avait peur de Dieu. C'est quelqu'un qui se disait, il y a le bien, il y a le mal. C'est quelqu'un qui vivait d'après la vertu. C'est quelqu'un qui était vertueux. C'est quelqu'un qui connaissait faire la différence entre le bien et le mal, qui se posait, qui faisait une introspection. Donc, même si la religion catholique n'est pas votre religion, l'essentiel dans cette histoire, c'est la spiritualité. C'était quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui se remettait en question, quelqu'un qui savait discerner le bien et le mal. C'est ce qui est important dans cette histoire. Nous avons acheté une maison avec un hôtel de prière. Nous avons acheté une maison avec une spiritualité forte. Nous avons acheté une maison où la personne qui était dedans vivait d'après une certaine spiritualité. C'est important, quelle que soit votre spiritualité. Ce n'est pas le thème, mais sachez que c'était la maison de quelqu'un de très spirituel. Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui comme message. On a acheté une maison, ce n'est pas n'importe quelle maison qu'on a acheté. On a acheté une maison avec une âme. On a acheté une maison qui était entretenue minutieusement par quelqu'un qui a vécu avec un certain standard, avec une certaine spiritualité. Donc, sachez donc que cette maison qu'on a achetée n'est pas n'importe laquelle. Non seulement elle est en dessous du prix du marché, parce que ce n'est pas quelqu'un qui voulait beaucoup d'argent. De toute façon, il n'a pas eu d'enfant. Donc, il n'y avait aucun intérêt pour lui de vendre cette maison très chère. Et de toute façon, il n'a pas pu la vendre même. Il donnait même cadeau à son voisin. Son voisin a refusé de prendre. Finalement, un promoteur immobilier a pris. On a la chance que ce promoteur n'est pas aussi quelqu'un qui veut tellement d'argent. Il a déjà fait de l'argent parce que même s'il a acheté le terrain et la maison à 450 000 comme Paul vendait, ce qui est sûr, c'est que ayant déjà divisé tout ça en 3 lots, même s'il vend chaque lot à 300 000, il a déjà 900 000. Il a déjà fait le double du chiffre d'affaires. Et ce monsieur n'est pas quelqu'un qui veut rester longtemps pour vendre très cher. C'est quelqu'un qui veut vraiment liquider aussi. Les vendeurs sont pressés de liquider. De toute façon, ils n'auront que 25% de la chose. Donc, ce n'est pas très intéressant pour eux. C'est comme ça que dans la vie, on fait des bonnes affaires. C'est comme ça que dans la vie, qu'on a une étoile qui brille. On va vers des affaires qui brillent. Tout ça a une histoire. La maison de Egenheim, là, ça a une histoire. Ce n'est pas n'importe qui va aller acheter cette maison. C'est de âme à âme. C'est comme si on se parle. C'est comme si on s'attire. Quand on veut acheter des choses, ce n'est pas n'importe qui. Et toutes les maisons que j'ai achetées, il y a toujours une histoire de spiritualité dedans. Ce sont toujours des gens qui ont vécu d'après une certaine spiritualité. Moi, personnellement, je suis très spirituelle. Je suis très ouverte à la spiritualité. Et je pense
que les maisons que je choisis ne sont pas des maisons choisies par hasard. C'est mon âme qui choisit. C'est ce qui est en moi qui parle et qui choisit ces maisons-là. Donc aujourd'hui, j'ai la confirmation une fois de plus que rien n'est hasard sur cette terre. Et sur ce, je vous dis, pour ceux qui n'ont pas encore fini leur cotisation, cotisez. Il y aura un rendez-vous très important le 15 juin. Je vais mettre dans le groupe. Là, je vous mets un sondage. C'est pour que vous choisissez la date de la future réunion. Soit le jeudi, soit le dimanche 28 juin. Je vais vous présenter enfin le pacte d'associés. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, mais là, maintenant, il est prêt, il est là. Je vous expliquerai tout. Je n'ai pas pu le faire dès le début du projet et c'était très bien parce que je peux vous dire qu'au fil de l'eau, il y a beaucoup de choses qui sont apparues, il y a beaucoup de choses qui se sont montrées que je n'aurais pas pu anticiper. Je suis tellement fière de pouvoir vous présenter ce pacte d'associés qui est aujourd'hui déjà à plus de 40 pages. C'est énormément de travail qu'on a mis dedans pour pouvoir structurer la chose, pour qu'on soit tous gagnants-gagnants dans ce deal. Parce que l'idée de faire le business, c'est de préparer les choses qu'on s'entend encore sur tout. C'est pour ça qu'on dit même quand on se marie là, il faut parler des choses quand on est encore amoureux. Est-ce qu'on fait un contrat de mariage? Et si oui, qu'est-ce que ça va stipuler? Comment ça va se passer si on se sépare? Mes amis, je vous le recommande. Moi, je l'ai fait. Et je ne peux que vous conseiller de le faire. C'est quand il y a l'amour qu'on peut prévoir la guerre. C'est quand il y a l'amour qu'on peut préparer la séparation. Donc, c'est ce qu'on va faire, chers actionnaires. C'est quand on est tous encore amoureux de notre projet, quand on s'entend encore sur tout, c'est là qu'on va faire notre contrat de mariage. C'est là qu'on va faire notre pacte d'associés qui va décider comment on va gérer. Et je vous prie, pour ceux vraiment qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on a mis dans le pacte, il est encore temps de vous retirer parce que ça ne sert à rien de monter dans un bateau dont on n'a pas envie. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, s'il y a des choses pour lesquelles vous dites non, je ne veux pas, je ne peux pas, alors il est encore temps de se retirer du projet. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end.